le refuge de Saadiya à la ferme d'El-Hmil après l'emprisonnement de ses enfants. Après que les militaires aient emmené les hommes en prison, la vieille Saadiya avait pris les femmes et elle était allée se réfugier avec elles à la ferme d'El-Hmil. Les gérants de cette ferme manifestaient un mépris envers ces réfugiés. Ils laissaient entendre que ces gens du Djebel allaient leur attirer des ennuis. Depuis ce jour-là, Dahman n'avait jamais aimé la personne qui lui avait menti et fermé la porte au nez. 2 jours passèrent et il n'y avait aucune nouvelle de Saïd et de son frère Belkacem. Au 3e jour, le Romi se présenta à la ferme et demanda à voir les femmes. Il questionna d'abord la mère Saadiya et lui dit « Qu'est-ce qu'ils ont fait tes enfants, Belkacem et Saïd ?» Saadiya répondit « Ils n'ont rien fait, monsieur. » Le Romi dit « Cela ne suffit pas. Il faut me dire « Haqq Rabbi qu'ils n'ont rien fait. » Saadiya jura en disant « Haqq Rabbi qu'ils n'ont rien fait. » Le Romi appela la femme de Belkacem et lui dit « Toi, tu connais bien ton mari. Dis-moi, est-ce qu'il travaille avec les Fellagas ?» La femme de Belkacem répondit « Je ne connais pas ces gens-là. Mon mari travaille avec les Khammasa dans votre ferme. » Le Romi dit « Il faut me jurer en disant Haqq Rabbi qu'il n'a rien fait. » La femme de Belkacem jura Haqq Rabbi qu'il n'a rien fait. Le Romi posa les mêmes questions à la femme de Saïd qui jura comme avaient juré les autres. À la fin, le Romi avait remis du linge aux femmes et s'en alla. 5 jours s'écoulèrent et toujours pas de nouvelles des prisonniers. La mère Saadiya commençait à perdre de l'espoir. Elle envisageait déjà d'emmener les femmes chez leurs parents. Au bout du 8e jour, les prisonniers avaient été libérés. La nouvelle s'était propagée rapidement. Belkacem et Saïd furent ramenés à la ferme d'El-Hmil par des gens qui les connaissaient. Ils étaient méconnaissables. L'installation de la famille à la ferme d'El-Hmil. 2 petites pièces d'une écurie vide avaient été réservées à cette malheureuse famille. Les 2 frères étaient restés allaités pendant plusieurs jours. Des bleus apparaissaient partout sur leur corps. Ils étaient devenus très chétifs et arrivaient à peine à marcher. Ils racontaient à ceux qui venaient leur rendre visite les sévices qu'ils avaient connus. Les militaires leur avaient même fait boire leurs urines. C'était dans les sous-sols du bâtiment de la gendarmerie de Medjana qu'ils avaient été torturés. L'emprisonnement de Tahar en France. Pendant que les 2 frères reprenaient peu à peu leur force, voilà qu'une autre mauvaise nouvelle tomba encore. Elle concernait le mari de Jamila. Ce dernier fut emprisonné en France. Il avait participé à une action avec les fidèles contre un traître. Jamila était donc restée toute seule dans un pays qui n'était pas le sien. Saadiya chargea alors Saïd d'aller rejoindre sa sœur et de rester travailler là-bas. Belkacem, quant à lui, resta à El-Hmil avec le reste de la famille et intégra les Khammasa de cette ferme. 1 mois environ après le relâchement des 2 frères, la vieille Ruqayya était venue voir Belkacem et lui demanda de laisser son fils Dahman continuer à lui garder sa vache. Cette fois-ci, le père refusa et la dame avait fini par vendre sa bête. La mère Saadiya, quand elle avait fui la ferme de Belja vers la ferme d'El-Hmil, avait ramené avec elle la mule. Belkacem, ne voyant plus l'utilité de cette bête dans les circonstances pareilles, il avait vendu à un de ses cousins de Boshraf. C'était d'ailleurs Dahman qui l'avait livré en empruntant le chemin de la montagne. Le rêve de l'enfant Dahman d'aller à l'école. Dahman, à la ferme d'El-Hmil, ne faisait rien. Il savait lire et écrire l'arabe. Il connaissait par cœur le Coran de Surat al-Fatiha à Surat al-A'la. C'était ce que lui avait appris son oncle Saïd à Jbel Mressan. Les enfants de la ferme, eux, allaient chaque matin à l'école qui se trouvait à Medjana. Il y avait des filles et des garçons. Le matin, quand ils partaient en groupe à l'école, Dahman restait debout devant le grand portail de la ferme. Il les regardait s'éloigner petit à petit jusqu'à l'entrée du village. Il rêvait d'être avec eux. Le soir, quand ils retournaient, il allait à leur rencontre et marchait avec eux en écoutant leurs discussions. Ces écoliers parlaient tantôt en français, tantôt en arabe. Dahman, petit à petit, avait fini par s'habituer à eux. Pendant que les enfants de la ferme étaient à l'école, Dahman, à la ferme, ramenait de l'eau à la maison, jetait les ordures au moyen d'une brouette
et vers midi, il emmenait à manger à son père dans les contrées où il travaillait. L'inscription de Dahman à l'école de Medjana. Un jour de l'été de l'année 1959, Belkacem travaillait à Medjana chez le Romi. C'était l'opération de battage des épis de blé. Dahman apporta à manger à son père. Juste à l'arrivée, la grosse machine de battage s'arrêta. C'était l'heure du manger. Tous les ouvriers descendirent. Ils étaient pleins de poussière. Belkacem, lui, ne laissait apparaître que ses yeux. Le reste de sa tête était couvert d'un turban. Malgré cela, ses paupières étaient couvertes de poussière. Il prit donc la musette et alla s'installer devant un autre homme sous un grand arbre. Il ouvrit sa musette et tendit un bout de galette à l'homme en question, qui semblait être son ami. L'homme refusa et dit à Belkacem, « Mon fils va bientôt arriver, il m'apportera mon repas. » Puis il ajouta, « Belkacem, c'est ton fils ?» Belkacem répondit, « Oui, c'est mon fils. » L'homme, « Va-t-il à l'école ?» Belkacem, « Non, il a déjà presque 9 ans. C'est trop tard pour lui. » L'homme insista et dit, « Mon fils va venir d'un moment à l'autre. Il va accompagner le tien pour aller voir le directeur de l'école. Ce directeur est un homme très compréhensif et peut-être qu'il l'accepterait. » Belkacem accepta de tenter la chance pour son fils. Après un moment très court, voilà l'enfant de l'ouvrier qui arriva apportant le manger pour son père. Sans lui donner le temps de se reposer, son père lui ordonna d'aller avec l'enfant voir le directeur de l'école pour l'inscrire. Belkacem dicta à l'enfant la date de naissance de Dahman et les deux enfants se dirigèrent vers l'école. C'était un début d'après-midi. Vite, les enfants traversèrent le centre du village, arrivèrent à proximité de l'école. C'était une très belle bâtisse avec un toit en tuiles rouges. Les murs étaient construits en pierre. Elle était entourée d'une clôture en grillage. Les élèves commençaient à rentrer dans la cour de l'école. À l'entrée, l'accompagnateur de Dahman montra du doigt le directeur. Ce dernier portait des lunettes. Il avait un cache-poussière gris. Il se tenait debout sous le préau en face de la cour à proximité de la cloche. L'accompagnateur de Dahman s'approcha du directeur et lui parla en français. Pendant ce temps, Dahman fixait des yeux le directeur et essayait de comprendre ses moindres gestes. Par la suite, le directeur fit signe à Dahman de rester et ordonna à l'autre enfant d'aller regagner ses camarades dans la cour. Dahman était donc resté debout au milieu du préau. Le directeur regarda longuement l'enfant qui portait une gondora et chaussait une sandale en nylon. Ses cheveux débordaient au point où il cachait ses oreilles. Sans dire un mot, le directeur commençait à faire les 100 pas dans le préau. À chaque fois qu'il arrivait au niveau de l'enfant, il s'arrêta, regarda un moment l'enfant, puis il continua sa marche. Après plusieurs va-et-vient, il s'arrêta devant l'enfant et lui dit en arabe, « Tu reviens lundi prochain avec ton extrait de naissance. Tu vas commencer à l'école. Tu dois bien travailler, sinon à la fin de l'année, tu vas te retrouver dehors. » L'enfant répondit « Naam Sidi » et repartit plein de joie. Il regagna l'endroit où travaillait son père, s'assit à l'ombrage d'un arbre et fit signe à son père qu'il resterait là, l'attendre jusqu'à la fin de la journée. Le soir, sur le chemin du retour à la maison, l'enfant raconta à son père ce que le directeur lui avait dit et ce qu'il lui avait conseillé. Le jour du rendez-vous arriva. Dahman, cette fois-ci vêtu d'un tablier gris, d'une paire de chaussures noires et les cheveux coupés à la brosse. Il se présenta au directeur de l'école avec son extrait de naissance à la main. Le directeur se rappela de lui et l'inscrit. Le rêve de Dahman d'aller à l'école se réalisa. Il était de coutume à cette école que les inscriptions des nouveaux élèves se faisaient environ 15 jours avant le départ pour les grandes vacances. Pendant cette période, les nouveaux inscrits venaient à l'école pour s'y habituer. Durant ces 15 jours, Dahman allait donc à l'école avec ses camarades de la ferme d'Ahmed. Enfin, son rêve s'était réalisé. Il était très content. C'était un nouveau monde pour lui. La classe qu'il fréquentait avait de grandes fenêtres vitrées. Sur ces murs étaient fixées des images et des dessins. Au-dessus du tableau noir étaient collées des lettres de l'alphabet français. Derrière le bureau du maître était suspendu un grand rapporteur et une grande équerre. Au milieu de la classe se trouvait un poêle à bois.
Un lent préau pavé de carrelage strié longeait les salles de classe. Au fond du préau se trouvaient les robinets d'eau. À l'extrémité de la cour en face du préau se trouvaient les toilettes. Il était très agréable de fréquenter cette école. Durant cette période d'adaptation, le maître distribuait aux élèves des petits cubes et parallélépipèdes en bois. Ces pièces étaient de différentes couleurs. Le maître demandait aux élèves de faire des assemblages avec ces objets. Dahman construisait avec ces pièces des maisons. À chaque fois que le maître passait, il essayait d'attirer son attention pour qu'il se penche sur son montage et lui donne son avis. Mais le maître acquiesçait de sa tête et passait à d'autres tables. Dahman disait à l'intérieur de lui-même qu'il devait y avoir une forme précise que le maître voudrait et que lui, il n'était pas arrivé à la trouver. Alors il en faisait d'autres et ainsi de suite. La première quinzaine en cours préparatoire, première année passa très vite et puis vint le départ pour les grandes vacances. L'inscription de Dahman à l'école coranique de Medjana. Au village de Medjana, il y avait une école coranique qui était rattachée à la mosquée. Cette école comprenait 2 classes. Tous les enfants de la ferme d'El Hamil étaient inscrits. Belkacem ordonna à son fils de s'inscrire lui aussi dans cette école. L'enfant se présenta donc à l'imam de cette mosquée. Ce dernier lui posa des questions sur ce qu'il avait appris auparavant comme sourate du Coran. L'enfant lui avait répondu qu'il connaissait le Coran jusqu'à sourate Al-A'la. L'imam voulant bien s'assurer, il lui demanda de lui réciter tout cela. La récitation avait été impeccable. Donc, en attendant la rentrée scolaire de l'école française, Dahman fréquentait aussi l'école coranique. La classe en cet été était très chargée. Il y avait 4 rangées de tables. Ces tables à carcasse en aluminium étaient destinées à recevoir 2 élèves par table seulement. Pour le cas de cette classe, chaque table recevait 4 élèves avec chacun une planche entre les mains. Ceux qui ne trouvaient pas de place devant les tables, ils s'assirent par terre entre les rangées. Chaque élève apprenait à haute voix le texte coranique. Tout le monde criait. L'imam, quand le temps baissait, tapait très fort sur une table et tout le monde se réveilla en hurlant davantage. Dahman avait été choisi par l'imam pour ramener de l'eau de Ain Bachara. Quand il lui remettait le seau et lui ordonnait d'aller chercher de l'eau, c'était pour lui une délivrance et un soulagement du brouhaha qui régnait dans la classe. Ain Bachara était une fontaine où l'eau coulait abondamment. Son eau était très froide en été. Tous les gens du village y venaient se désaltérer et se rafraîchir. Dahman allait en courant à cette fontaine pour se donner le temps de boire, se mouiller la tête et jouir un moment de la fraîcheur de l'eau. Au retour, à l'aide d'une casserole, il passait dans les rangs et donnait à boire aux élèves. À chaque vendredi, l'imam désignait Dahman et d'autres garçons de la ferme d'El Hamil pour le grand nettoyage des 2 salles de cours. Les enfants commençaient par sortir les tables dehors. Ensuite, ils prenaient minutieusement les planches des élèves et les rangeaient dans un endroit propre de la cour de la mosquée. Après ces opérations, venaient celles préférées par les enfants et qui consistaient à déverser à volonté de l'eau sur le sol. Cela distrayait les enfants. La fouille et le contrôle des personnes à l'entrée et à la sortie de Medjana par les soldats français. Chaque jour, les enfants de la ferme d'El Hamil quittaient le village à 16h30. Ils ne pouvaient pas rester plus longtemps car il y avait le couvre-feu. Ils passaient par le poste de garde qui se trouvait à la sortie nord du village. À leur passage au niveau du poste de garde, les enfants remarquaient que souvent les sentinelles se moquaient des pauvres gens qui quittaient le village à dos, demi ou à pied. D'abord, ils les fouillaient en leur ordonnant de mettre les mains sur la tête. Ensuite, ils leur exigeaient de décharger leur monture. Après cela, ils contrôlaient les sacs, les musettes et même les berdas des mulets. Une fois le contrôle terminé, ils les sommaient de débarrasser vite les lieux en cognant de leurs pieds leurs sacs et bagages. Les pauvres gens ne disaient rien. Ils rangeaient à la hâte leurs sacs et s'empressaient de partir sans regarder derrière eux. Tous les jours, c'était comme ça, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du village. Les écoliers, eux aussi, ne faisaient pas exception à la règle. Leurs cartables étaient souvent fouillés. Tout le village était entouré de fils barbelés. L'accès se faisait uniquement
par les postes de garde. 6e accident de travail de Saïd en France. Un soir, en revenant de l'école coranique, Dahman remarqua que sa grand-mère était très triste. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré beaucoup. « Que s'est-il passé ?» demanda l'enfant. La grand-mère avait répondu « Ton oncle Saïd s'est blessé en France, dans le chantier où il travaillait. Il avait soulevé un énorme poids qui lui avait causé un déboîtement de sa colonne vertébrale. Les gens disaient qu'il restera handicapé pour le reste de sa vie. Ton oncle est encore jeune, il n'a que 26 ans. Il ne mérite pas cela. » C'est une nouvelle qui attrista toute la famille. Quelque temps après, Saïd adressa une lettre à son frère, dans laquelle il lui explique en détail les circonstances de son accident et rassura la famille que ce n'était pas aussi grave qu'il pensait. Il ajouta qu'il allait bientôt sortir de l'hôpital et qu'il porte actuellement un corset qui lui permettait de marcher sans danger. Enfin, il termina dans la lettre qu'il rentrera au pays dès que la question de son invalidité serait réglée. Les vacances de Dahman chez son grand-père maternel. La femme de Saïd Taous, qui était chez ses parents à Bouchref, avait dépêché son père Silmadani pour aller voir Belkacem et s'enquérir des nouvelles de son mari. Silmadani passa la nuit à Al-Ahmid tout en discutant avec Belkacem. Il demanda à ce dernier de lui confier l'enfant d'Ahman pour passer quelques jours à Bouchref. Il fixa un rendez-vous à Belkacem à Borj le jour du souk prochain. Belkacem accepta et le lendemain matin, de bonne heure, Dahman et son grand-père maternel empruntèrent la route de Bouchref qui passait par la montagne. Au cours de route, le grand-père discutait avec son petit-fils. « J'ai appris que bientôt tu vas aller à l'école française, disait-il. »« Oui, répondit l'enfant, et raconta à son grand-père en détail comment le directeur l'avait accueilli et les conseils qu'il lui avait donnés. Le grand-père recommanda avec instance à l'enfant de bien travailler à l'école. « C'est l'école qui fera de toi un homme, disait-il. » Arrivé à Bouchref, la tante Taous accourut vers l'enfant, l'embrassa fortement et commença à lui poser des questions sur le reste de la famille et surtout ce qu'il avait entendu au sujet de son oncle, Saïd. Dahman lui avait raconté tout ce qu'il savait. Dahman, pendant ces quelques jours, aidait son grand-père à irriguer les jardins, à ramener de l'eau à la fontaine et donner du foin aux bêtes. Les gens qui croisaient le grand-père lui posaient des questions sur l'enfant. Silmadani leur répondait qu'il était son petit-fils. Dahman était plus âgé que ses oncles maternels. Il avait beaucoup de tantes maternelles. La plupart d'entre elles étaient moins âgées que lui. Le petit séjour à Bouchref prenait fin. Silmadani s'était entendu avec Belkacem de se rencontrer à Borj le jour du souk. Ce jour arriva. Le grand-père et son petit-fils prirent tôt le matin la direction de la ville. Ils empruntèrent un chemin de terre qui menait à la route goudronnée. Sur ce chemin, Silmadani rencontra son frère Rabia. Après un moment de marche, ils se trouvèrent au bord de la route goudronnée. Après une longue attente, voilà qu'un camion appelé 1000 kilos qui s'arrêta. Le chauffeur descendit et alla ouvrir les portes arrière. Les deux hommes et l'enfant montèrent dans le camion qui démarra. À l'intérieur du camion, il y avait beaucoup de gens. Les uns étaient assis et les autres étaient debout. La route était sinueuse et à chaque virage, le véhicule donnait l'impression qu'il allait se renverser. Les gens s'accolaient les uns aux autres. Après un moment de route, le véhicule s'arrêta. C'était l'entrée du village de Charchar. Les sentinelles du poste de garde de l'entrée du village firent descendre tout le monde avec les mains sur la tête. Après la fouille et contrôle des papiers, les soldats français ordonnèrent aux gens de remonter et de repartir. Le véhicule démarra de nouveau et s'arrêta encore à l'entrée de la ville de Borj. Le scénario de contrôle par les militaires français se répéta. Plus loin, en dépassant la porte d'entrée, le camion s'arrêta. Les voyageurs descendirent et s'éparpillèrent dans les ruelles de la grande ville. Le premier cartable de Dahman. Après la descente du camion, Silmadani, son frère et l'enfant se dirigèrent vers le centre de la ville. Le lieu de rencontre était l'épicier chez qui la famille domiciliait son courrier. À l'arrivée, ils échangèrent avec l'épicier les salam alaikum
et s'assirent sur un lambeau à l'intérieur du magasin. Sul Madani demanda à l'épicier si Belkacem n'était pas passé par là ce matin. L'épicier avait répondu qu'il ne l'avait pas encore vu. Rabi dit à son frère qu'il allait faire un tour avec l'enfant et qu'il revenait dans peu de temps. Le grand-père acquiesça de sa tête en signe d'accord. Rabi savait lui aussi que l'enfant allait rentrer à l'école. Alors il l'emmena dans une boutique qui vendait des vieux objets en cuir, des ceintures, des tabliers pour forgerons, des musettes et des selles pour chevaux. Rabi repéra un vieux cartable accroché au-dessus du comptoir. Il demanda au propriétaire de le lui présenter. C'était un solide cartable en cuir épais de couleur marron nègre avec 2 poches à l'intérieur. Son fermoir était en métal argenté. C'était un cartable très robuste. Rabi se retourna à l'enfant et lui dit « Ce cartable est pour toi ». L'enfant était très content. Ce cartable représentait pour lui un bijou de grande valeur. Dahman embrassa son oncle Rabi en guise de remerciement. Sur le chemin du retour, Rabi passa chez un marchand de fruits secs et acheta une mesure de figues sèches qu'il versa dans le cartable. Au retour, Dahman vit son père debout devant la porte de l'épicier avec son grand-père. Il courut vers lui, l'embrassa et lui fit savoir que c'était l'oncle Rabi qui lui avait acheté ce joli cartable. Belkacem salua Rabi et dit à son fils de rester à l'intérieur du magasin jusqu'à son retour. Les 3 hommes partirent ensuite ensemble tout en discutant entre eux. Après un long moment, Belkacem revint chez l'épicier, prit son fils et regagna Medjana dans une 203 familiale avec d'autres voyageurs. Le trajet de Medjana à Al-Hamil avait été fait à pied. Le premier jour de l'école. Dahman attendait avec impatience l'arrivée du jour de la rentrée scolaire. Il avait tout préparé, le tablier, le cartable, le plumier en bois à 2 étages bien garni, l'ardoise et les cahiers. Tout cet attirail était bien rangé et attendait la rentrée à l'école. Enfin, le jour tant attendu arriva. Tous les écoliers de la ferme partirent en groupe le matin de bonne heure à Medjana pour l'école. Ils allaient rester toute la journée au village. Pour cela, ils avaient pris avec eux leur casse-croûte, qui était constituée généralement de morceaux de galettes avec des dattes, des figues sèches ou des olives. Arrivés en ville, ils se dirigèrent d'abord à la maison de l'imam, où chacun, dans un coin de la cour de cette maison, déposa la musette contenant sa nourriture. Après avoir laissé leurs objets à la maison de l'imam, ils regagnèrent la salle d'apprentissage du Coran. À 7h45, l'imam les libéra pour qu'ils aillent à l'école française. Dahman était déjà dans la cour de l'école quand la cloche commença à sonner. Vite, il se mit en rang devant la classe avec les élèves qu'ils avaient connus avant le départ en vacances. Un silence régna, et voilà qu'une dame bien vêtue arriva. Elle se tint debout devant la porte de la classe où s'étaient rangés les nouveaux dont Dahman en faisait partie. Par un signe de la main, elle ordonna à la première rangée d'entrer, un par un en montrant les mains. Elle vérifia la propreté. Les élèves qui avaient les mains sales furent envoyés se laver au robinet. Une fois rentrés en classe, les élèves restèrent debout et en silence. La dame en question était donc la maîtresse de cette classe. Elle entra, posa ses objets sur le bureau et ordonna aux élèves de s'asseoir. Dahman était assis à la 3e table de la rangée de droite. La maîtresse commença à parler en français tout en circulant entre les rangs. Elle montrait du doigt les encriers en porcelaine qui épousaient leur emplacement dans les tables. La cloche sonna, c'était la récréation. Dahman n'avait pas compris ce que disait tout à l'heure la maîtresse. Il savait que le sujet c'était l'encre, mais rien d'autre. Alors, il demanda aux autres élèves qui, eux, connaissaient le français, de lui expliquer ce qu'elle disait. Ces derniers lui firent savoir que la maîtresse parlait de la propreté et disait qu'il fallait garder les tables propres et qu'il ne fallait pas les salir avec de l'encre. Elle avait dit aussi qu'il fallait faire très attention en écrivant avec le porte-plume et de ne pas faire des cornes aux pages des cahiers. Après la récréation, la maîtresse avait commencé à écrire la date sur le tableau. Dahman avait sorti son ardoise et avait commencé à reproduire dessus ce que la maîtresse écrivait au tableau. Les élèves qui étaient derrière lui avaient commencé à crier « Madame, madame, regardez celui-là !»
et il écrit sur son ardoise. Tous les regards des élèves étaient dirigés vers lui. Dahman pensait qu'il venait de commettre une grande faute et que si ça commençait déjà comme cela, il ne pourrait pas aller loin. La maîtresse se retourna et s'approcha de Dahman. Elle regarda ce qu'il avait écrit et constata qu'il avait écrit la date exactement comme celle du tableau. Alors elle lui sourit et lui dit en arabe: continue comme ça, c'est bien. Dahman était surpris par le fait que cette dame parlait l'arabe, alors qu'il pensait que c'était une Française. D'autre part, les encouragements qu'il avait reçus d'elle lui avaient donné une confiance en lui-même et une volonté de faire pour apprendre et aller loin. Dahman désigné comme chef de classe par la maîtresse. La maîtresse avait constaté que Dahman était parmi les plus âgés de la classe. Alors elle l'avait chargé d'allumer chaque matin le poêle de chauffage de la classe et le soir de ramasser les cahiers de classe et de les porter avec elle à la maison. Et de les porter chez elle à la maison. Face à cette tâche que la maîtresse lui avait confiée, Dahman séchait les cours de l'école coranique du matin. L'imam s'en était aperçu car il était à cheval sur les horaires, surtout pour les enfants de la ferme de l'Ahmil. Dahman avait expliqué à l'imam les raisons qui l'empêchaient de venir le matin. L'imam avait été très compréhensif et avait dit à l'enfant d'essayer de rattraper le retard en apprenant encore plus pendant les heures de faction. Le premier prix scolaire de Dahman. L'année scolaire passa très vite et Dahman fut parmi les premiers de la classe. Le jour du départ pour les grandes vacances, une cérémonie de distribution des prix avait été organisée. Dahman avait eu le premier prix de la classe. C'était un livre de la bande dessinée qui avait comme titre « Tintin au pays de l'or noir ». Ce prix lui avait été remis par le Romi, qui était le maire du village. Il avait dit à Dahman: « C'est toi le fils de Belkacem ?» « Oui, » avait répondu l'enfant, qui c'était la première fois pour lui qu'il voyait le Romi de près. À la ferme, quand le Romi arrivait, il était interdit pour les enfants de jouer devant lui. D'ailleurs, les familles interdisaient à leurs enfants de sortir quand le Romi était présent à la ferme. Même les enfants s'y étaient habitués et dès qu'ils voyaient arriver de loin sa voiture, ils rentraient à la maison. Ils rentraient à la maison. La moisson du blé à la ferme de l'Ahmil. L'opération de moisson de blé en cet été avait commencé. Au loin, les rouges moissonneuses, batteuses rasaient les vastes champs de blé. Elles laissaient derrière elles des sacs pleins de grains. De grandes charrettes tirées par des mules passaient ramasser ces sacs et venaient les déposer dans les magasins de la ferme de l'Ahmil. De gros camions venaient charger le blé pour être expédié en France. Belkacem était parmi les ouvriers qui chargeaient ces camions. Les sacs d'un quintal étaient d'abord préparés sur le quai de l'entrée de la ferme. Ensuite, les ouvriers, les uns approchaient leur dos au quai et les autres leur chargeaient dessus ces sacs. Les ouvriers, le sac d'un quintal sur le dos, allaient charger les camions stationnés un peu plus loin. L'activité en cette saison battait sans plein. Les uns ramassaient la paille avec un grand râteau mécanique, les autres cueillaient des amandes. Les jeux de la tire-boulette. Les enfants de la ferme de l'Ahmil, pendant les grandes vacances, s'adonnaient au jeu de la tire-boulette. Rares étaient ceux qui rataient leur cible à l'occasion des concours de tir. Ils étaient de fins tireurs de tire-boulette. Après la cueillette des amandes et le départ des ouvriers, il restait souvent quelques-unes sur les cimes des arbres et les branches difficilement accessibles. Alors les enfants les faisaient tomber à l'aide de la tire-boulette. Ils étaient interdits de jouer avec la tire-boulette à l'intérieur de la ferme. Pompage de l'eau à la ferme d'El Hamid. Le soir, quand l'eau dans la réserve arrivait à son plus bas niveau, le gérant de la ferme demandait à l'un des enfants d'aller faire sortir le mulet blanc, de lui mettre les harnais et d'aller l'attacher au système de pompage de l'eau du puits. Le système de pompage de l'eau par l'éolienne avait été abandonné et remplacé par un mulet qui, en tournant autour du puits, il faisait engendrer un engrenage qui faisait monter de l'eau et la déverser dans la conduite qui menait à la réserve de la ferme.
L'enfant sur lequel tombait le choix pour s'occuper de cette tâche devenait tout heureux, car en allant au puits, c'était lui qui montait le mulet. Les autres copains, quant à eux, suivaient à pied. Arrivés sur le lieu, le mulet, une fois attaché, commençait à tourner. Les enfants, pendant ce temps, s'amusaient en jouant à cache-cache ou à délivrance. Quand de la ferme, le gérant faisait signe d'arrêter le pompage, alors les enfants détachèrent le mulet et rentrèrent à la ferme.